Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition de 22h, dont voici les principales articulations. Le 4 février 2018, retenez cette date, c'est la date annoncée par l'institution en charge des élections en République de Guinée pour la tenue des élections communales. Au-delà de cette nouvelle, la CENI se dit confiante quant à la suite du processus électoral. Les membres du bureau de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Conakry sont désormais connus. Ils ont été élus dimanche dernier, mais problème, certains acteurs du secteur se sentent marginalisés. C'est le cas du Goa qui n'exclut pas la création d'une chambre de commerce parallèle. Après 38 ans de règne sans partage, José Eduardo dos Santos cède sa place à la tête de l'Angola à son dauphin, élu le mois dernier. Le 4 février 2018 ne sera pas une journée ordinaire pour la Guinée. C'est la date annoncée pour l'organisation des élections communales. Ce matin, opposition, mouvance, société civile ont validé le nouveau chronogramme. Outre cet accord, la CENI a grand espoir quant à la mise à disposition à temps du budget électoral. L'heure n'est donc plus aux discussions, mais au respect des engagements pris. Reportage, Mamadou Salioba, Abakadine Kamara. Les élections communales auront-elles lieu d'ici la fin de l'année comme l'exige l'opposition républicaine? La réponse est non. Ce matin, un chronogramme est adopté devant tous les acteurs du processus électoral et c'est le 4 février 2018 qui est retenu pour la tenue des élections communales. Après avoir déroulé toutes nos activités sur 120 jours, nous sommes tombés effectivement sur le 4 février 2018 comme date technique de la CENI. C'est ce que nous allons soumettre aux autorités pour décision à prendre. Ce n'est pas la première fois que la CENI propose une date pour la tenue des élections communales. Pour cette fois encore, les acteurs concernés attendent de voir. Aujourd'hui, on ne peut pas faire pleinement confiance à la CENI, mais de toute façon, pour le moment, d'ici le 4, nous allons voir à partir du 7, comme le chronogramme doit être déroulé à partir du 7, nous allons suivre vraiment de très près le déroulement des activités. Et le jour où nous constaterons qu'il y a des blocus quelque part, nous allons nous faire entendre une fois encore. Un chronogramme est certes validé, mais reste désormais la question des fonds pour l'organisation du scrutin. Sur les 350 milliards de francs guinéens que demande la CENI, seulement 90 milliards de francs guinéens sont sur la table. Mais ce matin, le président de la CENI annonce que le reste des fonds ne pose aucune inquiétude. Une annonce qui est tombée dans les oreilles de la société civile qui met alors en garde tous les acteurs du processus électoral. La société civile, bien entendu, rassure l'opinion que devant la volonté du gouvernement exprimée dans le communiqué et le discours prononcé par le président de la CENI et l'acceptation de ce chronogramme par les acteurs, il n'y a plus de crainte. Et si il y a des délais sciemment orchestrés qui ne sont pas réalisés à date, la société civile prendra ses responsabilités. La société civile met en garde alors que le chef de file de l'opposition affirme ce soir ne pas être informé du nouveau chronogramme. Il ajoute que la date du 4 février est éloignée. Mais en dépit de cette nouvelle donne, l'opposition guinéenne compte organiser une marche mercredi prochain sur l'autoroute Fidel Castro. Au cours de sa dernière manifestation, 2 jeunes ont perdu la vie dans des conditions non encore élucidées par la justice. Le chef de file de l'opposition regrette et condamne cet acte. Cellou Dalein Diallo rassure tout de même que l'opposition continuera à lutter contre l'impunité et exiger la tenue des élections. Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Le chef de file de l'opposition guinéenne regrette les cas de perte en vie humaine enregistrés lors de la dernière manifestation politique. L'opposition guinéenne compte marcher à nouveau ce mercredi pour dénoncer l'impunité et le refus des autorités d'appliquer les accords politiques. Pour le respect des droits humains, contre l'impunité, contre l'insalubrité, contre le non-respect des accords politiques. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens et je suis convaincu que les Guinéens de l'intérieur répondraient à un mot d'ordre de l'opposition comme l'ont fait déjà les Conakrykas. Cette fois, la marche se tiendra sur l'autoroute Fidel Castro et dans toutes les villes de l'intérieur du pays. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée précise les motifs de leur protestation.
l'impunité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus préoccupés par l'impunité qui encourage la récidive que par les élections locales, qui sont importantes, bien entendu. Récemment, la CENI a initié une série de rencontres avec les acteurs politiques afin d'harmoniser les idées en vue d'un chronogramme pour les élections communales. Peut-on s'attendre à un éventuel couplage des élections communales et les législatives? Sur la question, le chef de file de l'opposition est catégorique. Non, il n'en est pas question, il n'en est pas question. Les membres du bureau de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de la ville de Conakry ont été élus dimanche dernier. Le bureau est composé de 15 membres, dont un président et 6 vice-présidents. L'élection s'est déroulée sans obstacle majeur. Mamadou Kalisso, Lamine Silla pour le compte-rendu. Enfin, le bureau régional de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat a été élu ce dimanche à Conakry. Ce, après plusieurs décennies de tergiversation et d'hésitation. Le nouveau président élu pour un mandat de 5 ans dévoile ses ambitions. Pour le moment, ma première priorité, c'est d'abord changer le dynamisme du secteur privé, créer un climat de collaboration franche et élargie pour le bénéfice de tout le monde. Le scrutin s'est déroulé dans les meilleures conditions parce que, dit-on, il n'y avait pas de doublure dans les postes clés. La première vice-présidente a remercié les uns et les autres pour la confiance en elle. Elle s'est dit satisfaite de ce dénouement. Je suis satisfaite, très contente. Une élection qui a tant duré, depuis plus de 2 ans, nous sommes là-dessus. Si l'élection là a vu le jour aujourd'hui, vraiment c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Le ministre du Commerce a exhorté les élus à se mettre à la tâche pour que le secteur privé soit le moteur du développement de notre pays. Ce bureau doit faire en sorte que les domaines de ressortissance, c'est-à-dire le commerce, l'artisanat, l'industrie et les services, soient une réalité, que les membres soient organisés, que les membres communiquent, qu'ils travaillent et qu'ils bénéficient aussi des appuis de l'État à travers aussi le travail qu'ils auront à faire à la base et que réellement qu'ils jouent les rôles. Et justement, sur le même sujet, le groupe organisé des hommes d'affaires, en abrégé GOA, pourrait mettre en place une chambre de commerce parallèle si les critères de consensus ne sont pas respectés par les acteurs du secteur comme il l'exige. C'est le président de l'organisation qui a fait l'annonce ce lundi au lendemain de l'élection du bureau régional de la Chambre de commerce de Conakry. Makiso, Mamadou Souma l'ont rencontré. Tout d'abord, le président du GOA remet les choses dans leur contexte. Pour lui, ce ne sont pas des élections proprement dites qui sont organisées, mais une mise en place consensuelle de la Chambre du commerce. Moi, j'aimerais bien plutôt à ce qu'on parle de consensus, parce que si on parle des élections, on ne peut pas s'entendre, parce qu'il y a eu des ratés au départ, au niveau de Conakry, dans certaines communes de la capitale, ce que nous avons toujours dénoncé et nous dénonçé bref. Mais si on parle de consensus, on peut accepter, parce que nous-mêmes, nous avons rencontré, comment dirais-je, monsieur le ministre du Commerce, nous avons un peu discuté autour de ça et nous avons suggéré à monsieur le ministre du Commerce d'essayer de réunir les acteurs concernés pour qu'on évolue pour la mise en place du bureau national de la Chambre de commerce de façon consensuelle. Abdallah Chérif n'exclut pas de regrouper autour de lui des hommes d'affaires sur l'ensemble du territoire guinéen pour élire une chambre de commerce parallèle à l'image du Conseil national du patronat guinéen. En collaboration étroite avec le gouvernement et en collaboration étroite avec l'ensemble des opérateurs économiques au niveau national et international pour qu'on fasse bouger les choses pour qu'il y ait des ouvertures. Si c'est des consensus, si ce n'est pas des consensus, si on parle des élections, on insiste sur les élections, nous on va organiser des élections pour mettre une deuxième chambre de commerce en place. Ça soit clair. Le ministre du Commerce est appelé dans ce processus à faire preuve d'objectivité afin de jouer le rôle d'arbitre entre les acteurs du secteur privé. Si on se met d'accord en tant que membre du secteur privé, c'est à nous de faire des propositions et de bonnes propositions au gouvernement. C'est à nous de faire des propositions pour l'ensemble des investisseurs qui arrivent dans le pays. Ce n'est pas au gouvernement de nous imposer ça ou ça. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons des relations qu'il faut à travers le monde. Nous faisons des ouvertures des échanges commerciaux. Cette chambre de commerce, dans les conditions normales, aura des antennes dans les différentes régions à travers la Guinée.
Le renforcement du système de santé en discussion ce lundi à Conakry, il s'agit du lancement du projet d'appui au secteur de santé post-Ebola. Ce projet prévoit la réalisation d'infrastructures sanitaires, mais aussi leur dotation en équipement. Les explications signées Mohamed Damaro Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. L'amélioration du système de santé en Guinée est aujourd'hui fondamentale au regard de la baisse drastique de la qualité des prestations dans les services de santé. Le PASP vient répondre à toutes les préoccupations, les insuffisances révélées durant la dure période de l'épidémie d'Ebola qui a fait des centaines de morts entre 2014 et 2016. L'objectif visé par cet atelier est de permettre un échange exhaustif d'informations sur les différentes composantes du projet et sur ses mécanismes de mise en œuvre, avec tous les acteurs ici présents, tout en mettant un accent particulier sur les procédures du bailleur. La rencontre de ce lundi permettra donc à l'ensemble des acteurs concernés de réfléchir sur tous les paramètres du projet en vue de sa mise en œuvre. Cette remise à niveau du système de santé interpelle en premier lieu le département de tutelle. Cependant, le projet ne s'articule pas qu'autour d'infrastructures, au total 31 qui vont être érigées ou améliorées. Il envisage également d'autres besoins immédiats non négligeables. Dans une vision d'efficience, nous allons également améliorer la qualité des prestations dans ces différents centres. Autrement dit, les centres qui ont été cités tout à l'heure vont recevoir l'équipement adéquat selon les différentes normes. Il y a les normes pour les centres de santé ruraux, il y a des normes pour les centres de santé urbains, etc. L'investissement qui va être fait s'élève à plus de 54 millions d'euros. Les principaux bailleurs que sont la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen lui-même sont bien conscients de la portée du projet. D'où leur engagement à accompagner l'unité de gestion du projet dans l'atteinte des objectifs. Le lancement du dit projet fait suite à une requête de financement de la République de Guinée auprès de la BID pour un montant d'environ 57 millions de dollars. Il est dédié à la mise en œuvre du programme de réalisation des objectifs du Plan national de développement sanitaire, PNDS, pour l'horizon 2015-2024 et vise à renforcer le système de santé et à réduire la morbidité, la mortalité liée aux maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les épidémies dans le pays. La région de Boké à elle seule disposera 50% des infrastructures à réaliser. La région de Zérékoré, autrefois foyer de l'épidémie Ebola, ne bénéficiera que 17% des édifices. Sur un tout autre plan, les pluies de la semaine dernière ont fait des dégâts à Conakry. Des maisons ont été détruites à l'image d'une mosquée construite sur un canal d'évacuation des eaux qui serait donc à l'origine du drame qui s'est produit dans la commune de Matoto, précisément dans le secteur Fassa. Reportage Al-Selibari. Installés dans ce secteur Fassa de Matoto depuis 1984, ces citoyens viennent de voir leur bonheur se muer en calvaire. Tout a commencé lorsqu'un citoyen a décidé de bâtir une mosquée sur le canal d'évacuation d'eau. Il a promis de les dédommager dans un premier temps, avant de décider de délocaliser la mosquée. Aucune de ces promesses n'a été respectée. Ce samedi, les eaux de pluie ont détruit les maisons. Perdu la télé, les ordinateurs, les appareils téléphoniques. Vraiment, on a du mal à se comprendre. Vraiment, on a beaucoup souffert ici, plutôt aujourd'hui. Regardez, en plein masse de sujets publics comme ça, là, mais on n'arrive même pas à dormir. Aujourd'hui, là où on est, on ne sait même pas quoi faire. On a pas, les matériaux, peut-être on perdu même leur avec les postes, leur capital pour la maison. Donc, c'est à réparer des dégâts ou bien à nous, la famille. Ces citoyens affirment avoir interpellé les autorités du quartier. Rien n'est fait. Même s'ils prennent leur mal en patience, ils promettent de se rendre justice si le gouvernement n'intervient pas. Il est venu construire anarchiquement sa mosquée, barrer la route de l'eau, reverser l'eau sur notre foyer ici. Ça fait maintenant des années, il dit qu'il va reconstruire, il n'a pas reconstruit. Maintenant, vous voyez, le pire c'est fait. Pour éviter le pire, parce que quand on s'énerve, on est prêt à aller démolir sa maison avant que le quartier ne se revoie. C'est pourquoi j'en fais appel à l'État d'intervenir, de nous aider. Reste à savoir si leur cri de cœur sera entendu quand on sait que plusieurs citoyens se trouvent dans la même situation.
Un petit détour à l'intérieur du pays avec la crise de taxi qui inquiète certains usagers. Ils étaient nombreux le week-end à affluer à la gare routière de Kankan. Des passagers venus de différentes provinces dans l'espoir de rejoindre Conakry. Le syndicat des transporteurs de la région de Kankan pense que le problème est dû à l'état défectueux des routes. Mohamed Valectoré, Ibrahima Sori Kamara. Nous sommes à la gare routière de Kankan. Ici, le problème dominant est comment trouver la voiture pour rejoindre la capitale. Des passagers venus des autres préfectures et pays éprouvent assez de difficultés. Ces problèmes sont survenus à raison de l'état défectueux des routes, impraticables par endroits. Mais si nous prenons l'axe Kankan-Kissidou, c'est le calvaire à l'heure. Quand une voiture quitte Kankan pour aller à Kissidou, 195, il peut passer 3 jours sans qu'il ne rentre à Kissidou. C'est la même chose pour Mandiana. C'est la même chose pour Zirekouré, c'est la même chose pour Bela, Kerouani, tout ça là. La situation est préoccupante et tend à provoquer une crise latente. Les responsables syndicaux invoquent le manque de moyens financiers. Cette situation vraiment qui nous embête aujourd'hui. Si l'État en tout cas pouvait s'investir dans ce domaine-là, vraiment ça allait être très sollicité. Vous avez vu de Conakry jusqu'ici, ce que nos véhicules rencontrent. L'état des routes est extrêmement mauvais. Les usagers, conducteurs de taxis et passagers vivent un véritable casse-tête qui s'intensifie tous les jours. Restons à Kankan pour parler de cet atelier de formation sur le contrôle citoyen de l'action gouvernementale qui s'est tenu donc dans le Nabaya, initié par le projet d'appui aux organisations de la société civile en abrégé PASOK. Cet atelier a connu la participation des structures fêtières de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Abdraman Ba, Ibrahima Sori Kamara nous reviennent de Kankan. Ce séminaire initié par le projet d'appui aux organisations de la société civile vise à accompagner le processus de repositionnement de la société civile à travers un renforcement de capacités. Cet atelier devra favoriser des échanges fructueux et constructifs et surtout un partage de connaissances et d'expériences sur les questions du contrôle citoyen de l'action publique. Certaines autorités locales se livrent à la corruption et au détournement des biens publics. Pour ce modérateur, cette formation est un moyen d'apporter et d'outiller les OSC pour leur permettre de garder un œil sur la gestion administrative. Il est donc question, à travers cet atelier d'Anjou, de voir un peu le rôle sociétal des organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mais aussi dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour plus de transparence et de bonne gouvernance et de décentralisation. En plus de l'intérêt que cette formation apporte aux OSC, elle va permettre aux citoyens d'être éclairés sur les acquis et défaillances de la gestion des autorités locales. Quand quelqu'un jouit des prérogatives de puissance publique, donc tu fais quelque chose au nom des populations, il y a bel et bien la raison que ces populations sachent, qu'ils se rendent compte réellement que ce que tu fais pour elles. Cette formation a connu la participation de quelques structures étatiques, notamment de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, qui ont aussi profité des échanges. Retour à Conakry pour parler des travaux pour la validation des textes juridiques du Conseil national de la jeunesse qui se sont donc ouverts ce lundi. Les attentes étant nombreuses, les jeunes venus d'horizons divers espèrent qu'au lendemain de cette séance de 2 jours, le Conseil s'attellera à l'élection de son président. Explication, Djibrilba Aboukoria Kourma. Nombreuses étapes ont ponctué les initiatives de ces jeunes pour en arriver là. La validation des textes juridiques du Conseil national de la jeunesse, c'est leur aspiration. Et aujourd'hui, avec le concours des institutions onusiennes, rien ne semble les arrêter. Les attentes, c'est à ce que nous respectons aussi, nous continuons à respecter le chronogramme. Il est prévu l'organisation de ces élections-là pour le mois d'octobre. Espérons qu'on parvienne à respecter cette date-là. La participation active des jeunes dans tout ce qui est les problèmes de la Guinée, que ce soit sur l'aspect socio-culturel, éducatif, sur le plan de développement de notre pays. En 2007, la mise en place d'une organisation fêtière de la jeunesse a connu un échec aux grandes dames jadis des coordinateurs. Ce passé sera une expérience pour ces jeunes qui représentent une proportion significative de la population guinéenne. Je leur fais à nouveau un appel à travers leurs différentes organisations de s'impliquer de façon responsable dans tout le reste du processus en y apportant des réflexions
féconde. Dans l'évolution des choses, les préoccupations des jeunes restent l'une des priorités des gouvernants du monde. La raison motive d'ailleurs le continent africain de mettre en pratique un programme qui s'intitule « Investir dans le dividende démographique ». Et le constat révèle que les jeunes Africains ont un avenir à ne pas négliger. À travers ce Conseil national des jeunes, la jeunesse elle-même, en toute liberté et en toute conscience, nous tracera le chemin lumineux à emprunter pour tirer pleinement parti du dividende démographique. La validation des textes juridiques du Conseil national de la jeunesse coïncide au 27e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse, célébrée chaque 25 septembre en Guinée. Venons-en à présent au sport avec les responsables de la Fédération guinéenne de la boule et pétanque qui étaient face à la presse samedi dernier au siège de la Fédération guinéenne de karaté pour rendre compte de la préparation et de la participation de la Guinée à la 6e édition du championnat d'Afrique de pétanque, une compétition qui s'est tenue en Tunisie du 6 au 10 septembre 2017. La rencontre a permis également de dénoncer l'inertie du département en charge des sports dans l'accompagnement de cette discipline. Reportage Paul Toukara, Mohamed Mangora. La Guinée, éliminée en demi-finale par l'île Maurice et repêchée pour le championnat du monde de Bénin 2018, cohabitait dans la même poule que le Niger et le Sénégal. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de boule et pétanque se dit déçu du parcours et des résultats de nos athlètes. Malgré les requêtes à l'endroit de notre ancrage qui est le département des sports et de la culture, jusqu'ici, depuis 2008, nous n'avons reçu aucun financement du gouvernement pour participer à quelque joute que ce soit. Pour lui, ces contre-performances sont la conséquence de la mauvaise préparation de l'équipe guinéenne. La fédération a demandé de l'aide auprès des autorités en charge des sports, mais aucune suite favorable ne lui a été donnée. À cause du désintéressement ou à cause de la non-réaction, la non-réaction de notre département, de partir avec les trois, et finalement ils nous ont dit « Ah non, bon, on va prendre 6 personnes en charge, mais ça coïncide encore au changement à la tête du département. » Et finalement, que dalle. Dans la délégation guinéenne figurait un Béninois. Celui-ci n'avait ni la nationalité, mais il a été coopté par les responsables de la dite fédération en raison, disent-ils, de ses performances avérées. J'enverrai chacun de nous à consulter le règlement intérieur de la Confédération en son article 10 qui permet à un pays de sélectionner autre joueur qu'un joueur de nationalité de ce pays. Pour rappel, le président de la Fédération de boule et pétanque a démissionné pour ses implications politiques et le mandat des membres a expiré depuis 2008, d'où la nécessité d'un nouveau congrès électif pour renouveler ces... Dans le même sillage, le 4 novembre prochain débutera la nouvelle saison de la Ligue Pro. Une nouveauté cette saison, 12 des stades sur lesquels se disputeront les matchs seront à gazon synthétique. Une promesse du chef de l'État qui devient ainsi réalité. Le point avec Moussa Souban, Mohamed Bangoura. Cette cour d'un point de presse au domicile privé du président de la Ligue guinéenne de football professionnel Kelfal Kamara Kapese, à la manière que le bureau exécutif de la Ligue Pro a rencontré les hommes de médias le samedi dernier. Cette prise de contact était axée sur plusieurs points, dont entre autres le démarrage du championnat Ligue 1 Pro. Le bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel a décidé cette année de débuter le championnat de Ligue 1 le 4 novembre 2017. Et la fin de la saison 2017-2018 est prévue pour le 5 mai 2018. Pour ce qui concerne les stades qui doivent abriter ces rencontres, 3 stades sont finalement retenus. Il s'agit du 28 septembre, de l'annexe et le stade de la mission à Kaloum. Le terrain du centre technique du Nongo n'est plus concerné. Jouer tous les matchs à Conakry la saison prochaine et associer toute la presse sportive pour plus de visibilité, une manière d'attirer les sponsors. Sur les 12 terrains synthétiques en Guinée, conformément à la promesse du président de la République, professeur Alpha Condé, le président de la Ligue Pro KPC a rassuré la presse. La promesse faite par monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, concernant la pose de gazon synthétique sur 12 pelouses, sur toute l'étendue du territoire, est devenue une réalité.
nous avons reçu, à travers Antonio Soare et moi-même, l'autorisation et tous les moyens ont été mis à disposition pour la réalisation des 10 travaux. Pour cette première phase, 4 villes sont concernées. Il s'agit du stade des Érékouri, Kankan, Labé et Boké. La Ligue Pro pourrait passer à la vitesse supérieure, doubler la subvention la saison prochaine pour les clubs de Ligue 1, 240 millions de francs guinéens et Ligue 2, 180 millions de francs guinéens. Rehausser aussi les primes des officiels pour chaque rencontre est également dans l'agenda de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ainsi donc, mesdames et messieurs, prend fin cette édition d'information. Cadrage pour vous, Aliouba était présent à la régionale SIDB. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francisco. L'info, c'est aussi sur espace-tvguinée.info. Passez une excellente suite de soirée sur nos antennes. Bonsoir.